Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour Florence, bonjour aux auditeurs. Merci d'être au rendez-vous sur Média. Alors des dizaines de personnes, ces délégations des 192 États membres attendues donc de l'organisation à partir du 13 septembre. Les premiers débats, c'est le 20. On va parler de beaucoup de choses au menu. Allez, dans le désordre, le traité pour protéger la haute mer, évidemment le réchauffement climatique, la place de l'Afrique au sein de l'ONU, les armes nucléaires et bien sûr, Emmanuel Dupuis, l'Ukraine. On va s'arrêter tout de suite sur l'Ukraine, 7e mois de guerre. Qu'est-ce qui peut se passer, je dirais, de positif selon vous lors de cette Assemblée générale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire avancer la paix, débloquer la situation, qui soit donc positif pour l'Ukraine à cette Assemblée générale? En tout cas, il y a un retard qui est caractérisé par l'inaction ou l'incurie de l'ONU à empêcher cette guerre. C'est précisément ce que Antonio Guterres a dû avouer à l'occasion de son déplacement à Moscou, puis son déplacement à Kiev, en disant que l'ONU n'avait pas pu empêcher cette guerre. Et d'une certaine manière, cela s'est malheureusement confirmé que par les votes aux Nations Unies, où l'on voit que sur les 193 nations, 141 ont voté un texte accusant la Russie, à juste titre, d'avoir envahi son voisin, mais avec un certain nombre de réticences. 35 pays se sont abstenus, 12 pays n'ont pas participé au vote, faut-il le rappeler, le Maroc faisant partie de ces 12 pays. Donc on voit qu'il y a une sorte de front de refus, d'une certaine manière, à condamner totalement l'agression russe. Deuxièmement, l'ONU a essayé de se positionner ponctuellement, à défaut de pouvoir collectivement faire face ou empêcher ce conflit. On le sait, l'ONU est un des garants de l'accord du 22 juillet dernier concernant le déblocage des exportations de céréales. Et Antonio Guterres ne cesse de rappeler que l'ONU doit être présent à travers ses agences. L'agence, évidemment, concernant les réfugiés. Il y a maintenant près de 6 millions d'Ukrainiens qui sont en dehors du continent de leur pays. Et puis, bien évidemment, l'actualité aidant, l'Agence internationale de l'énergie atomique, alors même où nous parlons, une équipe s'est finalement rendue sur place vis-à-vis de la situation très préoccupante sur la centrale de Zaporizhzhia, notamment avec son secrétaire général, Raphaël Grossi, il y a quelques heures. Alors, je ne veux pas faire de science-fiction avec vous, mais est-ce qu'on peut imaginer, pendant cette Assemblée générale, donc qu'il y ait une délégation ukrainienne, peut-être Volodymyr Zelensky? Je vous pose vraiment la question, parce que ce sont des choses qui arrivent. On parle souvent des choses qui se passent dans les couloirs, à ce moment-là, de l'ONU, qui sont quelquefois plus importantes de ce qui se passe en entre guillemets. Alors, ce serait étonnant de voir physiquement le président Zelensky, qui ne s'est pas rendu en dehors de son pays depuis maintenant plus de 6 mois. Donc, mais il y aura une délégation ukrainienne. Mais il y aura sans doute une délégation ukrainienne avec Dimitri Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, qui du reste était présent à chaque fois, et notamment lors des votes que je mentionnais le 2 mars ou le 24 mai dernier. Il est en tout cas certain que l'agenda qui est lourd, vous en avez mentionné une grande partie, sera sans doute minoré par rapport à l'Ukraine, qui va prendre la quasi-totalité des interventions, en tout cas des chefs d'État et de gouvernement, à partir donc du 20-22 septembre. Alors, on va quand même essayer de parler d'autres sujets, on va essayer d'aller vite, Emmanuel Dupuis, avec vous. L'Afrique, la représentativité du continent africain au Conseil de sécurité. On sait que le Japon entend faire pression pour un siège permanent. Alors, le Conseil de sécurité, c'est ses 15 membres, dont 5 permanents, on les connaît bien. Il y en a 10 qui sont élus pour 2 ans. En Afrique, il y a 2 à 3 sièges non permanents. Il faudrait que les choses bougent. On a l'impression que là aussi, c'est un serpent de mer. Quelque chose peut se débloquer, là, à partir du mois de septembre? En tout cas, il y a une forte pression. Vous l'avez mentionné, le Japon, qui présidera le Conseil de sécurité à partir de l'année prochaine, l'a rappelé à l'occasion du TICAD, qui s'est déroulé dans des conditions un peu pittoresques, si j'ose m'exprimer ainsi, à Tunis, en rappelant que le Japon, mais également l'Allemagne, incitaient pour qu'il y ait non seulement 1, mais voire 2 sièges de membres permanents, avec une sorte de rééquilibrage démographique. 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui, 4,4 milliards d'habitants à l'aune de la fin du siècle, justifie pleinement le fait qu'il y ait une représentation plus forte, pour ne pas dire permanente, du continent africain. Vous avez mentionné le fait qu'il y a 3 membres non permanents, qui siègent pour 2 ans, actuellement la Tunisie, le Kenya et le Niger. Mais évidemment, il faut aussi tenir compte d'une autre réalité. 70% des textes qui sont adoptés au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies concernant la paix, la sécurité et la stabilité concernent le continent africain. 56% des questions à l'ordre du jour au Conseil de sécurité concernent l'Afrique. 90 000 des 120 000 casques bleus sont stationnés en Afrique. Avec ce paradoxe, on parle beaucoup d'Afrique, alors que l'Afrique ne contribue que très faiblement
au fonctionnement de l'ONU, 0,01%, si l'on compare aux 25% des États-Unis, ce qui justifie ou caractérise encore quelques blocages. Dernier point, alors que la Chine ne cesse de dire son intérêt à soutenir et à développer une amitié, j'allais dire, d'équilibre avec le continent africain, alors que les 54 voix ont été fort utiles à la Chine pour obtenir 4 présidences d'agences onusiennes, la Chine est un des pays membres permanents du Conseil de sécurité qui est le plus bloquant pour obtenir enfin 1, voire 2 sièges permanents. D'ailleurs, ce qu'on appelle le C10, donc les 10 pays africains mandatés par l'Union africaine pour obtenir ce rééquilibrage démographique, est à la manœuvre déjà depuis quelques semaines pour que cette Assemblée générale fasse au moins avancer ce dossier. Voilà, Emmanuel Dupuy, j'aurais voulu vous poser plein d'autres questions, notamment sur le dossier des Ouïghours, mais ça, les Ouïghours, avec la Chine évidemment qui voit rouge après ce document accablant de l'ONU qui appelle la communauté internationale à une action urgente sur ces Ouïghours, cette minorité donc en Chine. On en parlera une autre fois certainement avec vous, on en parlera certainement dans notre prochain rendez-vous d'infos, ce sera à 8h30. Je suis désolée, je suis obligée de rendre l'antenne. Je vous dis à très bientôt, Emmanuel Dupuy. Merci d'avoir été notre invité.